On passe à la deuxième présentation par rapport à l'intelligence artificielle. Peut-elle remplacer le travail d'un chercheur? Présenté par professeur Adarmouche. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Un énorme plaisir pour moi de me retrouver parmi vous ce soir pour vous parler d'un sujet que j'espère va vous intéresser et va susciter une discussion ensemble. Donc quand professeur Salhan, ma chère amie, m'a proposé le sujet, j'étais un petit peu perplexe, mais je me suis dit quand même c'est un challenge. Je vais pouvoir explorer en profondeur ces thématiques de l'applicabilité de l'intelligence artificielle dans le domaine de la recherche scientifique, en particulier la recherche en santé. En fait, je dois vous dire que je ne suis pas une spécialiste d'intelligence artificielle, c'est pour ça que j'étais perplexe au début. Mais alors mon profil, je suis de formation médicale, je fais de la médecine générale et puis je fais une spécialité en santé publique, médecine communautaire. Et c'est là, bien sûr, que j'ai appris la méthodologie de recherche. Actuellement, je suis enseignant-chercheur à la faculté de médecine pharmacie de Marrakech. Donc l'essentiel de mon travail consiste à enseigner aux différents profils d'étudiants les principes de la santé publique, l'épidémiologie, la méthodologie de la recherche, et aussi à accompagner, à développer des projets de recherche dans notre contexte. Donc, cette question, effectivement, elle devient pertinente avec ce qu'on voit au cours des dernières années. Et on s'intéresse tous, c'est vrai que moi, je dois vous le dire, des fois, on est plutôt prudent par rapport à ces nouveautés, mais dans l'ensemble, on est tous intéressés par découvrir ce domaine et pouvoir en profiter, utiliser ces avancées qui pourraient intéresser notre travail. Donc de quoi je vais vous parler? Donc on va faire une brève introduction, mais surtout vous rappeler le processus de recherche et voir comment, dans le cadre de processus de recherche, on peut faire un bon usage de l'intelligence artificielle pour un chercheur, et puis parler brièvement des forces et des limites qu'on peut rencontrer. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Je vais vous demander de répondre à cette question à travers vos téléphones, si vous le permettez. Donc, il faut tout simplement scanner le code QR et répondre à la question. Ça va nous permettre d'interagir ensemble et de voir les avis avant de... C'est vrai que l'affichage n'est pas très clair. Est-ce que vous arrivez? C'est pas clair pour vous, c'est trop petit. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez cliquer sur le code QR et il va s'agrandir? Voilà. Très bien. Donc, la question qui m'a été posée par le comité d'organisation de ce congrès, est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer le travail d'un chercheur? Eh bien, j'ai décidé de commencer par vous la renvoyer. Donc, je vous pose la question et je voudrais bien que vous partagiez votre avis. Est-ce que vous arrivez à envoyer les réponses? Est-ce que vous avez envoyé quelques réponses? Ah oui. On va essayer de voir les réponses. S'il vous plaît, si vous pouvez cliquer sur... Non, sur le... Juste à gauche. À gauche, oui. Je ne sais pas pourquoi ça ne nous donne pas les réponses. Oui, normalement... Alors, mais c'est pas grave, on va faire sans, c'est pas grave. Dites-moi, les personnes qui pensent que c'est déjà le cas. Qui a voté que c'était déjà le cas? Non. Alors, dans une certaine mesure, il n'en est pas question.
Non, je voulais juste avoir une idée, est-ce qu'on a les différents profils de réponse par rapport à... Alors, est-ce que je peux avancer? S'il vous plaît, vous m'aidez là, si je peux aller à la diapo suivante. C'est bien dommage, non, pas sur suivante, plutôt la diapo suivante. Voilà, merci. Donc, je voulais ici, à travers cette diapo, juste rappeler qu'on utilise l'intelligence artificielle dans beaucoup de domaines de notre vie. Et en fait, ça a commencé depuis plusieurs années. Donc, bien sûr, nous utilisons tous Google Maps. Google Maps nous donne des fois des informations sur le trafic. Lorsqu'il y a par exemple des heures de pointe ou lorsqu'il y a quelque chose de particulier sur notre trajet. Ça, c'est relativement simple, mais c'est quand même c'est de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les recommandations personnalisées qu'on voit lorsqu'on navigue, que ce soit les réseaux sociaux, mais des fois, ne serait-ce que le navigateur, on fait des recherches, il nous donne des recommandations. Les chatbots, je ne sais pas si vous utilisez ça de manière fréquente, mais des fois vous allez sur un site pour acheter quelque chose et on vous propose de l'aide. Comment je peux vous aider? C'est comme si une personne vous parlait, c'est le chatbot. C'est de l'intelligence artificielle. Même sur votre boîte email, on l'a remarqué récemment, la boîte email, en fait, il trie pour nous les emails. Donc, vous avez la boîte principale, vous avez les promotions, vous avez les spams, etc. Et est-ce qu'il vous arrive de trouver des messages dans le spam alors que c'est des messages qui sont tout à fait pertinents et intéressants pour vous? Voilà, donc c'est ça un peu les choses qu'on voit tous dans notre vie de tous les jours et qui sont des versions, si on veut, relativement simples de ce qui est en train de se passer actuellement. Alors, je pense que c'est juste un problème de connexion. Comme vous dites, c'est un problème de connexion puisque mon hotspot est là, mon ordinateur est là-bas. Oui, est-ce que je peux vous donner ça juste pour la connexion? Mais par rapport à ces discussions, ce que nous avons vu, ce qu'on aurait pu voir avec le profil de réponse, c'est qu'il y a des avis partagés par rapport à l'utilisation de l'IA dans notre pratique. Moi, je parle en tant que chercheur ou épidémiologiste dans notre pratique de recherche, mais je pense on va discuter la même chose par rapport à la pratique médicale, à la pratique de l'enseignant. Il y a des gens qui vont être vraiment pour, et ils sont très enthousiastes. D'autres, de l'autre côté, qui sont complètement contre et qui appellent à la prudence par rapport à l'utilisation de ces méthodes ou de ces technologies. Voilà, donc là, nous commençons à avoir les réponses. Est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer le travail d'un chercheur? Voilà, donc la majorité, ils ont répondu « je ne pense pas ». Dans une certaine mesure, donc on n'est vraiment pas dans les extrêmes, c'est bien, on a une ouverture là-dessus. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller maintenant sur Next? C'est la deuxième page, oui. Alors là, nous avons à quelle fréquence vous utilisez l'intelligence artificielle pour la pratique médicale. Donc, comme vous le voyez, nous avons des réponses donc quelques fois, assez souvent, et on va voir ça avec notre expert dans un petit moment. Plus axé sur la pratique médicale. Pourquoi j'ai posé cette question? Pour en arriver à la recherche. Si c'est quelque chose que nous utilisons déjà dans la pratique médicale, et ça, c'est pas du tout mon domaine ni ma spécialité, c'est quelque chose que le praticien pourrait utiliser plus facilement lorsqu'il fait son activité de recherche. La question suivante, si vous permettez. Alors voilà, donc est-ce que vous avez déjà utilisé l'intelligence artificielle pour la recherche? Très bien, il y a pas mal de personnes qui ont déjà utilisé. Donc on va continuer sur ce point-là. Et on va voir dans quelle situation vous l'avez utilisé, qu'est-ce que j'aimerais discuter avec vous ici. Donc pour commencer, de parler de ces utilisations, de quoi est-ce qu'on parle déjà? Donc l'intelligence artificielle, si on cherche dans les définitions, c'est une technologie qui cherche à doter les ordinateurs et les machines d'une forme d'intelligence qui ressemble au cerveau humain pour faire des tâches
assez complexes, comme prendre des décisions ou résoudre des problèmes, comprendre des phénomènes. Et de l'autre côté, que fait le chercheur? Que fait le chercheur dans son travail de routine? Oui? Il cherche quelque chose, oui? Il fait des recherches. C'est quoi la nature de cette activité? Il cherche à résoudre des problèmes, il se pose des questions, il veut comprendre. C'est vraiment des fonctions intellectuelles, on va dire supérieures, assez poussées. C'est vraiment des fonctions qui sont complexes. Donc on peut dire qu'on n'est vraiment pas très loin. Enfin, c'est-à-dire dans son objectif ou la raison d'être de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de mimer quelque part ces fonctions supérieures du point de vue intellectuel. Alors ce processus de recherche, il consiste en quoi? Il commence par le choix d'un sujet et puis un problème, identifier un problème, repérer un problème pour développer des questions de recherche et préparer un plan. Donc c'est ce qu'on appelle conceptualiser son travail de recherche et aboutir sur la rédaction d'un protocole. Donc avec un protocole, je vais pouvoir développer mon travail par la suite. Une fois il a travaillé toute cette phase conceptuelle, c'est-à-dire cette réflexion, il va passer aux choses pratiques. Donc il doit sécuriser les ressources pour faire sa recherche, les ressources humaines, matérielles, sécuriser les aspects éthiques et réglementaires. Maintenant il est prêt, il va collecter les données, analyser, interpréter les données qu'il a collectées et puis rédiger. Donc rédiger les communications orales, les manuscrits, etc. Essayer tout ça pour assurer la dissémination de ces résultats. Et ça, si vous voulez, c'est un résumé du processus. Donc vous voyez toutes ces tâches. Et en fait, je vais vous poser la question, mais par rapport à quelles tâches l'intelligence artificielle peut nous être utile? C'est pas grave. Si la technologie ne suit pas, on est là. Hein. Ben justement, ça nous donne la preuve que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'humain, qu'il faut qu'on soit toujours prêt à gérer et à résoudre nos problèmes. Alors dites-moi, à votre avis, quelles sont les tâches pour lesquelles l'intelligence artificielle peut remplacer le chercheur ou aider le chercheur? L'analyse des données. D'autres propositions? Oui, alors ça, oui. Vraiment, des fois, il faut vraiment qu'on reste sur des choses très simples et très basiques. Oui. Traduction. La traduction qui nous pose un énorme challenge et qui peut prendre beaucoup de temps de notre travail. Donc finalement, vous pouvez trouver cet article que je trouve, c'est un article qui est pas mal par rapport au sujet et qui en fait, moi je pense, il touche le point. C'est que l'intelligence artificielle dans la pratique du chercheur doit être considérée comme un outil pour la productivité, pour améliorer notre performance, pour nous aider dans ces tâches que nous devons faire en tant que chercheurs. Donc c'est un outil de productivité qu'il considère comme essentiel, pourquoi pas. Effectivement, si c'est un outil efficace pour nous, pourquoi perdre l'opportunité d'utiliser ces technologies, ces outils pour nous faciliter la vie? Donc, il présente à travers cette revue de littérature différents domaines dans lesquels l'intelligence artificielle a été utilisée à travers la revue et synthèse des articles publiés entre 2019 et 2024. Et donc, en fait, ça donne une idée sur comment l'intelligence artificielle a été utilisée dans le domaine de la recherche académique. Donc, on trouve, par exemple, en bleu en haut, pour le développement et la génération des idées et le développement de méthodologies de recherche, pour développer, structurer le contenu, pour la revue de la littérature et la synthèse de la littérature, pour la gestion et l'analyse des données, l'exploitation des données. Alors bien sûr, pour éditer, réviser, etc. Et bien sûr aussi pour la dissémination et la communication des travaux. Alors, si vous pouvez cliquer sur suivant, sur cette même diapo. Alors, s'il vous plaît, essayez de répondre à cette question. Maintenant, si vous pouvez agrandir le code QR. Dans cette classe, on cherche à classer, donner un classement à différentes tâches pour voir la contribution
potentiel de l'IA dans ces différentes tâches. Je vais voir ce que l'audience pense. Est-ce que vous êtes arrivé à envoyer des réponses? C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais je trouve que c'est très intéressant de recueillir vos idées. Si vous êtes arrivé à envoyer quelques réponses, on peut déjà fermer cette fenêtre, s'il vous plaît. Donc, on va voir si on arrivera à voir les réponses. Donc ici, on doit aboutir sur un classement. Mais sinon, d'après vous, quelle est la tâche que vous donnerez en priorité à l'intelligence artificielle? Donc, l'analyse des données en priorité. La revue de la littérature. C'est fastidieux, oui, c'est fastidieux aussi. Mais alors, on va voir, ça c'est mon opinion personnelle, on va voir que c'est plus délicat par rapport aux phases conceptuelles. Tout ce que j'ai présenté dans la phase conceptuelle, c'est-à-dire réfléchir sur le sujet, les questions, ça c'est plus compliqué, effectivement. Est-ce qu'on peut aller à la diapo suivante, s'il vous plaît? Alors, par rapport à l'article que je viens de vous montrer, donc comme vous le voyez, 2% par rapport à cet exercice de développer les idées, de générer les idées et de développer, de travailler sur le design de la recherche, plus dans c'est utilisé plus dans le fait de faire des corrections, révisions de documents, l'exploitation des données, la communication. Alors, par rapport au développement de contenu, là encore, il faut être vraiment c'est très utilisé dans ce sens-là. Et ça, c'est ce qu'on entend aussi, c'est les échos qu'on entend. C'est des manuscrits qui sont générés par l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment très, très dangereux. C'est d'ailleurs la chose qui nous rend un petit peu crispés par rapport à cette perspective. Et voilà, c'est largement... Maintenant, il faut savoir comment l'utiliser. Et ça, c'est les choses qui restera à discuter et à développer. Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'est beaucoup plus mon expérience personnelle. Je ne peux pas prétendre que je connais tous les outils disponibles pour le chercheur, que j'ai testé les différents outils. Mais déjà, il y a des outils de base qu'on utilise depuis très longtemps. Ces outils, il faut les maîtriser, à mon sens, avant d'aller s'aventurer avec les autres outils de l'IA. Donc déjà, pour gérer les références bibliographiques, nous avons des outils qui sont très simples, mais qui sont très puissants. Pour faire les analyses statistiques, Excel maintenant, d'autant plus que ces outils se développent de manière très très importante, ils intègrent des composantes de l'IA aussi. Le traitement de texte. Alors, même pour la correction automatique, je pense que vous l'avez tous fait cette expérience, avec le Word traitement de texte, vous avez le correcteur automatique. Donc, il y a plein de choses qu'il faut exploiter déjà, ce que vous connaissez déjà, ce que vous utilisez. Par rapport à la traduction, par rapport à la présentation de données, donc il faut connaître les bases. Et comment faire vous-même vos graphiques et présenter vos données vous-même, les interpréter, etc. Avant, bien sûr, de passer à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Bien sûr, les forces de l'intelligence artificielle, c'est de nous aider, comme j'ai dit, par rapport à notre performance et productivité. C'est la vitesse et l'efficacité pour des tâches complexes, le traitement de grands volumes de données et l'automatisation de tâches qu'on doit faire de manière répétitive. Pour ce genre de choses, je pense qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle. Les limites, de l'autre côté, c'est par rapport aux difficultés de contextualisation, c'est-à-dire l'IA ne fait pas la contextualisation, c'est l'être humain qui peut prendre en considération le contexte et interpréter ce qu'il trouve. Le manque de créativité par rapport à la génération d'hypothèses et d'idées qui sont innovantes et le fait que l'IA dépend des données qu'on lui donne.
Et finalement, imaginez que si on arrête le processus de réflexion critique et de pensée critique de l'être humain, à certains moments, moi je pense que ça va tout simplement s'arrêter parce que comme je vous dis, je ne suis pas spécialiste, mais je ne pense pas que l'IA puisse aller au-delà de ce dont elle dispose actuellement. Mais ça, c'est bien sûr les spécialistes qui vont nous éclairer plus par rapport à cela. Alors, sur le plan des considérations éthiques, c'est le point clé dans cette discussion, c'est de discuter du plagiat, de la détection du plagiat, le respect des règles éthiques. Déjà qu'on galère avec le respect des règles éthiques dans le cadre de la recherche de manière générale. Alors, avec ces technologies, ça devient encore plus challengeant et pressant. Maintenant, on parle de la déclaration de l'usage de l'IA comme un critère ou une exigence éthique. Certains journaux nous permettent de l'utiliser dans certaines tâches, mais il faut déclarer cette utilisation. Donc tout ça, c'est à prendre bien sûr en considération. Alors, pour vous donner juste des exemples pour les personnes intéressées pour tester des outils, donc par rapport à la génération des idées, il y a un outil qui s'appelle SearchKick, donc qui peut vous aider à repérer les écarts qui existent entre les gaps, ce qu'on appelle les gaps dans la littérature, et ça peut vous aider dans le développement de vos questions de recherche. Pour faire la revue de littérature, il y a des outils, mais il ne faut pas vraiment se fier à 100% à ces outils, parce qu'il y a les limites dont on a parlé, en particulier les bases de données auxquelles les outils sont liés. Il y a plein les algorithmes, c'est d'ailleurs pourquoi on parle de biais algorithmiques. Donc il y a plein de limites par rapport à cela. Mais en fait, c'est des outils qui vont, à mon sens, pour surtout le jeune chercheur, peut-être vous motiver à aller plus loin dans votre processus. Donc, alors pour l'analyse des données, il y a plein d'outils. Nous, on utilisait depuis pas mal de temps in vivo, mais pour les données qualitatives surtout. Mais honnêtement, pour les données quantitatives, on a travaillé avec EpiInfo, SAS, SPSS. Mais je pense que actuellement, avec la masse de données qu'on peut avoir, ces outils-là peuvent être plus intéressants. Alors, pour la rédaction, je trouve, moi, c'est peut-être les outils que j'ai testés le plus. Donc, Grammarly, j'aime beaucoup parce que, vous savez, nous, on n'est pas des anglophones. Donc, quand on est amené à rédiger en anglais, donc, moi, je trouve que c'est un outil qui aide énormément. Maintenant, la traduction, je n'ai pas encore testé DeepL. On parle beaucoup de DeepL. Donc, je ne suis pas là pour faire de la pub pour des applications, mais c'est vraiment pour dire où j'en suis et qu'est-ce que j'ai envie de tester dans le futur. Il y a ça c'est pour la traduction. Alors Grammarly c'est beaucoup plus pour la rédaction. Elle peut vous aider un petit peu par rapport au style, surtout en anglais, qu'on ne maîtrise pas beaucoup. Authenticate, c'est pour détecter le plagiat. Donc, dans notre université, c'est devenu même une exigence. Donc, on doit, en tant que superviseur de travaux de recherche et en tant que chercheur, tester ou voilà, essayer de détecter le plagiat dans nos travaux et les travaux de nos étudiants. Donc, j'arrive à la fin de la présentation. Par rapport à l'évaluation par les pairs, donc c'est un outil que moi j'ai découvert en préparant cette présentation, que je vais pas tarder à essayer. Et en fait, il nous donne des commentaires par rapport au manuscrit. Donc ça peut être intéressant, je vous donnerai un feedback une fois que je l'aurai essayé. Ça, j'ai déjà essayé, donc les outils que certaines bases de données vous proposent pour trouver un journal adapté à votre manuscrit. Je dois vous dire, honnêtement, ça ne m'a pas beaucoup aidé. En fait, les propositions n'étaient pas du tout adaptées. Voilà. Sinon, je voudrais conclure en vous disant que on ne peut plus échapper à l'ampleur que prennent ces technologies actuellement dans nos vies. Comme je vous ai dit, que ce soit vie personnelle,
pratique médicale en tant qu'enseignant. Donc, pourquoi et comment on pourra échapper en tant que chercheur. Donc, il y a un fort potentiel pour optimiser notre travail. Donc, ma recommandation serait d'essayer d'en profiter. C'est ce que je fais moi-même. Restez vigilant, bien sûr, sur le quand et comment utiliser, quel outil utiliser et connaître les limites de ces outils. Comme ça, on peut interpréter le rendu, l'output, et savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Bien sûr, gardez en tête les aspects éthiques, surtout la transparence quand on utilise ces outils. Garder son intégrité en tant que chercheur, c'est très important. Je vous remercie pour votre attention et je reste à l'écoute si vous avez des remarques pour moi ou des questions. Donc, merci professeur Adarmouche pour la présentation intéressante. Et la parole est à la salle. Donc, 2 questions s'il vous plaît pour pouvoir continuer la prochaine présentation. Merci pour votre excellente conférence. Je voudrais vous dire qu'on est en 2024, on est en train de juger l'intelligence artificielle. Mais je vous renvoie d'ici 5 ans, on ne parlera pas de la même façon. On n'aura pas parlé de l'intelligence artificielle avant, mais ce que fait actuellement l'intelligence artificielle, ça dépasse toute notre conception de la réalité. Si vous voyez la génération de vidéos actuellement, vous avez des vidéos pratiquement plus que réelles en fait. Elles sont générées par l'intelligence artificielle. En fait, le vrai problème, c'est les jeunes en fait. Parce que les jeunes, quand ils vont faire de l'intelligence artificielle, ils ne vont plus apprendre, ils ne vont plus rien faire. Et puis on va avoir une génération de gens incultes. Et c'est vraiment ça le problème. C'est vrai qu'on pourra peut-être utiliser, mais il ne faut pas les recommander aux jeunes, aux étudiants et tout. Mais sinon, vous avez un site qui s'appelle aithor.com, aithor.com, qui vous fait tout l'article et toute la biographie, tout ce que vous voulez. Et ce sera un article qui est accepté par une revue. Merci. En fait, moi, je me considère de la vieille école, quoi. Pour moi, c'est très difficile de passer à ça. Mais on ne pourra pas, à mon sens, bien sûr, c'est un avis personnel, on ne pourra pas faire comme si ça n'existe pas, que ce soit dans nos amphis, avec nos étudiants, dans notre pratique de tous les jours. Il faudra cadrer ça. C'est pour ça, insister sur l'éthique, l'intégrité. Oui, c'est la personne à utiliser ce site pour rédiger l'article, il faut le déclarer et à ce moment-là, c'est au journal d'accepter ou de refuser. Et c'est ce que les jeunes doivent comprendre, c'est que l'intégrité scientifique, l'éthique nous impose de déclarer ce qu'on a fait et c'est aux autres de juger ça. Mais malheureusement, parce qu'avant ces outils-là, il y avait le plagiat. Que faisaient les étudiants? On prenait des petites parties, ça se faisait de manière traditionnelle. Mais bien sûr, on faisait tout pour lutter contre ça. Maintenant, c'est une autre bataille. Voilà. En fait, votre intervention avec votre réflexion avec celle de M. Bridevaux, en fait, il y a un fil conducteur. Le fil conducteur, pour moi, c'est qu'il faut absolument cultiver et toujours développer un esprit critique. Et pour avoir cet esprit critique, il faut une formation de base très solide pour les médecins, que ce soit sur le plan de la physiologie, la physiopathologie et notamment l'épidémiologie. Parce que ce soit pour les chercheurs, pour les cliniciens, surtout pour les cliniciens, il faut, moi, depuis très longtemps, je me sens extrêmement démuni pour une analyse critique des études et des essais qui sont randomisés. Il faut absolument qu'on fasse tout pour renforcer ces outils critiques et revenir à des choses de base que sont l'épidémiologie, la santé publique, la physiologie, la physiopathologie, pour avoir cet esprit critique. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on arrivera, je pense, à aller de l'avant de façon saine, avec tous ces défis, tous ces développements rapides. C'était une réflexion que je voulais partager. Merci, professeur Adarmouche, encore une fois.